Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de cancer du sein. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent de la femme, avec 60 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Une femme sur 10, donc, va être atteinte de cancer du sein. S'il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10, ce qui justifie le dépistage par mammographie. Environ 70% des femmes réalisent des mammographies, 50% dans le cadre du dépistage organisé et environ 20% dans les dépistages individualisés. Le cancer du sein est une priorité de santé publique pour la région sud. Sur le plateau d'Atout Santé, nous accueillons le professeur Dominique Marinenki, bonjour, professeur de cancérologie à l'Université d'Aix-Marseille, Dr Marie Bagné, chirurgien en oncologie et reconstruction mammaire, bonjour. Dr Brigitte Serradour, radiologue et présidente du Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Bonjour. Et Fanny Rosa Viegas, patiente opérée d'un cancer du sein. Bonjour. Dominique Marinenki, nous parlons donc dans notre émission du cancer du sein et du rôle essentiel du dépistage. Pouvez-vous nous parler un petit peu du plan cancer? Le plan cancer national et régional. C'est une des caractéristiques de la région sud, c'est d'avoir créé un plan cancer dans notre région. Et c'est quoi un plan cancer? Ça signifie quand on aborde le cancer dans toutes ses facettes. Ça signifie mieux informer, ça signifie diagnostiquer plus tôt, ça signifie faire des efforts coordonnés de recherche et développement de tout genre de recherche, de la recherche clinique à une recherche très fondamentale, de l'orienter vers le cancer, mais aussi de lutter contre les inégalités, et notamment les désertifications qui peuvent arriver, et de garantir à chacun les mêmes chances de guérison lorsqu'il rencontre un cancer. Et enfin, ce cancer, en dehors du cancer du sein et tous les cancers, et un regard un peu particulier sur le cancer de la race. Voilà. Donc, c'est une initiative spécifique à notre région qui, pour faire simple, double la mise de ce qui est au niveau national et surtout l'applique directement sur le terrain. Très bien. Justement, vous parliez d'information. Dans le reportage qui suit, nous avons assisté à la journée de mobilisation contre le cancer du sein, à une action de prévention qui a été organisée par la région sud pour les femmes qui y travaillent. Regardez et on se retrouve après, reportage réalisé par Ariane Demestre et Patrick Loez. Nous nous occupons donc d'inviter l'ensemble des femmes de 50 à 74 ans résidant dans la région sud à un dépistage du cancer du sein. Concrètement, les organismes de santé nous communiquent les coordonnées des assurés de 50 à 74 ans pour constituer une base de données et nous invitons tous les 2 ans par un envoi postal les femmes à réaliser un examen de mammographie. Elles se rendent dans un cabinet de radiologie conventionné, elles ont la liste avec le courrier d'invitation, où elles bénéficient d'un examen clinique, c'est une simple palpation des seins, d'une première lecture par le radiologue, et tous les clichés jugés normaux sont ensuite envoyés dans nos locaux, dans nos antennes départementales, pour une deuxième lecture. C'est un examen qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie dans le cadre du dépistage organisé. Je suis venue pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je suis une femme, je me sens concernée par le cancer du sein. Et la deuxième raison, c'est que ma maman a eu un cancer du sein à 52 ans, dont elle est guérie bien évidemment. Mais voilà, donc je suis sensibilisée de près par cette maladie. L'important, c'est d'informer toutes les femmes qu'il faut se faire suivre régulièrement, que c'est un cancer qui se guérit dès lors qu'il est pris à temps. On intervient ici donc, pour animer un stand sur l'alimentation et le cancer. En faisant plus d'activité physique et en améliorant notre alimentation, on peut bien évidemment réduire notre risque de cancer. Pour les facteurs de protection, par exemple, nous avons les fruits et les légumes et nous avons aussi tout ce qui est activité physique. Dans les facteurs de risque, nous avons essentiellement le surpoids et l'obésité. Nous avons aussi l'alcool. Nous avons tout ce qui est viande rouge et charcuterie. Nous avons aussi les aliments qui contiennent beaucoup de matières grasses et de sucre. Le cancer du sein aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité puisqu'on a 9 femmes sur 10 qui guérissent d'un cancer du sein. Mais pour cela, il faut le déceler tôt. Et pour le déceler tôt, ça passe par justement un suivi. Donc un suivi gynécologique annuel avec une palpation effectuée par un professionnel. Et après 50 ans, c'est une mammographie tous les 2 ans. Alors, au niveau de la palpation, déjà, on va observer visuellement qu'est-ce qui va se passer. Donc ici, on a un effet peau d'orange. Donc ça doit être un signe qui doit
nous alerter et on doit effectuer une consultation si on a des doutes dessus. Ensuite, on met ses 3 doigts à plat. On fait comme un escargot pour terminer au niveau du téton. Et donc, en effet, là, on observe justement qu'il y a des rondeurs, des boules au niveau de la poitrine. Il n'y a pas forcément de règles. L'idée, c'est que ça ne soit pas anxiogène et que, voilà, 2-3 fois par an, j'effectue moi-même ma palpation. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le thème abordé aujourd'hui est le cancer du sein. Professeur Maranenki, que pensez-vous de ce type d'opération de prévention que nous allons voir dans le reportage? La prévention, c'est capital. La prévention, ça commence par une chose, c'est l'information. L'information loyale, honnête, qui partage entre toutes les femmes. Il y a des choses qui... D'abord, tout dépend de l'individu et de la personne. Modifier son mode de vie, le rendre idéal, et plutôt de façon agréable, c'est-à-dire faire de l'exercice, éviter l'excès de poids, éviter la prise d'alcool, et se soumettre à des examens simples, très efficaces, régulièrement, sur convocation, et penser à répondre à la convocation pour faire une mammographie qui permettrait, si jamais il y avait quelque chose, de le diagnostiquer très tôt. Donc, tout est dans la prévention, parce que la prévention, ça évite de faire un cancer, et ça évite que le cancer soit très invasif. Très bien. Pourquoi vous pensez que la prévention est indispensable dans le dépistage du cancer du sein? Pour une raison simple, c'est on a prouvé maintenant de façon certaine que quand on diagnostique le cancer en stade ultra-clinique, avant même qu'il soit palpable, leur pronostic est nettement meilleur en termes de quantité de vie et de qualité de vie. Et donc, c'est la révolution de la fin du XXe siècle que d'avoir permis de rendre accessible à toutes les femmes ces nouvelles techniques de diagnostic précoce et les progrès sont encore plus. D'accord. Brigitte Serradour, quel est le rôle du Centre régional de coordination des dépistages des cancers? En fait, le centre régional coordonne les 5 départements de notre région sud pour que toutes les invitations des femmes de 50 à 74 ans soient faites à partir des départements, mais coordonnées par le centre régional, c'est-à-dire qu'il est responsable de la périodicité des envois, il est responsable lorsqu'il y a des problèmes particuliers de prise en charge dans certains départements de répondre aux demandes des femmes. Donc en fait, le centre régional, c'est de la coordination. Et dans les territoires, on a gardé les centres de lecture et les centres qui connaissent mieux le terrain, c'est-à-dire que chacun a une spécificité. La personne qui habite Briançon au Gap n'est pas toujours identique à celle qui habitera le centre-ville de Marseille, parce que la capacité d'être diagnostiqué n'est pas toujours aussi proche de la maison si on est dans la montagne ou si on est en centre urbain. Donc on est chargé de surveiller que les gens ont un accès, où qu'ils soient dans la région, à une possibilité de dépistage, et que le dépistage, le cabinet de radiologie soit agréé, que la qualité du dépistage soit correcte et que la deuxième lecture se fasse dans chaque département. Nous, on est là que pour coordonner, parce qu'en fait, on coordonne l'ensemble des dépistages des cancers. Donc le cancer du côlon passe aussi par nous, et maintenant le dépistage du cancer du col utérin qui démarre, et puis plus tard, on a déjà parlé du poumon par exemple, ça risque de devenir un centre dont l'ARS sera contente et les plans cancer d'utilisation, puisqu'en fait ça répond à un besoin de coordination. Pensez-vous que la communication aujourd'hui est suffisante pour inciter les femmes à se faire dépister? Je pense qu'on est une région, on est les mauvais élèves, on est 2 ou 3 régions dont les chiffres de participation sont plus bas que le reste de la France, en particulier dans les centres urbains comme Marseille. Donc on est plutôt à 39% de participation alors que le reste de la France était à 51% en fin d'année. Donc on a cette mauvaise image, il y a Paris et la Corse qui sont après nous, mais ce n'est pas une situation enviable d'être près des derniers. Je pense que nous, il y a une pratique des femmes qui est d'aller plus souvent chez son gynécologue ou chez son médecin traitant, de se faire prescrire la mammographie quand on veut, avec un intervalle entre 2 radios qui est choisi par son médecin, et de ne pas répondre à un acte qui paraît administratif. Recevoir une convocation de la caisse d'assurance maladie, ça passe un peu pour quelque chose qui n'est pas de la médecine personnalisée. Et je pense que les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont très rétifs à faire des choses administratives, alors que d'autres régions en France sont plus habituées à être, si on peut dire, disciplinées. Ouais. Est-ce que vous pensez que les patients se posent souvent la question, est-ce qu'il existe des inconvénients à faire du dépistage par mammographie? Ça, c'est une affaire
affaire qui date de très longtemps. On a mis en avant les inconvénients de la mammographie, peut-être plus que les avantages. L'inconvénient, c'est qu'on peut vous inquiéter pour rien, c'est-à-dire que vous avez une anomalie bénigne, mais qu'on va l'explorer. Donc vous allez avoir une période d'angoisse parce qu'on va attendre de savoir assez bénin. Souvent, c'est un simple kyste qui est détecté lors de la consultation. Ensuite, vous pouvez aussi parfois avoir des biopsies et c'est bénin, donc ça aussi, ça vous angoisse. Une opération de moins en moins souvent. Parce qu'en fait, parmi les femmes qui vont faire un dépistage, il y a moins de 0,5% des femmes qui sont opérées chirurgicalement, donc qui n'ont pas une simple prélèvement percutané. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup. Et après, vous avez certains cancers qui se développent rapidement, qui veulent passer entre les gouttes, donc on ne va pas les voir à un examen et 6 mois après, ils vont devenir palpables parce qu'ils ont évolué rapidement. Ce qu'on appelle un cancer d'intervalle, ça existe. Après, il y a aussi un excès de rayons chez les femmes jeunes qui font qu'on peut parler de risque de cancer radio-induit. Donc ça peut inquiéter aussi. Mais il a été prouvé que la balance bénéfice-risque est en faveur du dépistage. Il y a eu une grande analyse faite par le CIRC depuis 2015, on n'a pas remis au niveau international, mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients et ce n'est pas parfait. Voilà. D'accord, merci pour votre réponse. J'imagine que ce n'est pas facile d'y répondre. Docteur Marie Bagné, est-ce que vous pensez que les femmes ont peur de se faire dépister? En tout cas, c'est une question qui est légitime parce que c'est un examen qui peut quand même être vécu comme douloureux, ou du moins inconfortable. Et d'autre part, même si ce sont des petites tumeurs qui se traitent bien, on peut comprendre qu'on n'ait pas envie d'être diagnostiqué d'une petite tumeur du sein qui va le plus souvent impliquer de la radiothérapie ou une hormonothérapie. Très bien. Comment vous inciteriez les femmes à se faire dépister? Mieux expliquer, mieux informer, démystifier, parler de guérison dans le cancer du sein et impliquer les patients pour qu'elles aient une attitude proactive dans leur surveillance. Très bien. Fanny Rosalias, vous êtes une patiente, du coup, merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. Comment avez-vous découvert votre cancer du sein? Alors moi, j'étais très sensibilisée parce que dans ma famille, on est touché par le cancer du sein en général. J'étais consciente qu'il y avait une anomalie génétique venant du côté de mon père. Donc même si l'anomalie n'avait pas été encore mise en évidence, j'étais très sensible et en fait je me palpais régulièrement les seins. Et j'étais suivie depuis l'âge de mes 20 ans, mais c'était une initiative que j'avais prise de mon côté parce que j'avais des nodules fréquents et je les ai surveillés très souvent. À quel âge on vous a fait le diagnostic de cancer? À 26 ans. D'accord. Et vous aviez démarré les mammographies à ce moment-là? Simplement des échographies. Des échographies et la mammographie. Dans la première mammographie que j'ai faite, c'était au moment de la découverte du cancer, parce que le nodule paraissait beaucoup plus suspect à ce moment-là. Très bien. Nous allons parler maintenant du coup de la prise en charge du cancer du sein. Et avant d'aller plus loin sur le sujet, nous allons voir le reportage réalisé à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille dans le service du professeur Gilles Houvenegel. Reportage réalisé par Ariane Demestre et Patrick Loez. À l'Institut Paoli-Calmettes depuis 2016, on a réalisé un peu plus de 100 mastectomies conservant donc les tubes cutanés avec le robot et environ 130 reconstructions avec le muscle dorsal avec le robot. Le chirurgien, pour une intervention chirurgicale au robot, s'installe devant la console et il va manipuler les instruments avec les mains et avec les pieds coagulés sur les deux pédales et bouger la caméra. Et donc ça permet de faire des gestes chirurgicaux variés, même relativement importants. Pour les cancers du sein, c'est utilisé lorsqu'on enlève complètement le sein, mais sans faire de cicatrice au niveau du sein, en conservant toute l'enveloppe cutanée, le mamelon et l'aréole, et en passant par une petite incision sur le côté. La reconstruction, ensuite, elle est réalisée soit par une prothèse, soit avec le muscle du dos. Et classiquement, la reconstruction avec le muscle du dos, il y a une cicatrice de cette taille environ, alors que là, on fait tout par cette incision avec le robot sans faire de cicatrice, où on amène en avant le muscle avec de la graisse qui est autour pour faire du volume. Le fait qu'il n'y ait pas de cicatrice, en particulier dans le dos, va permettre une récupération beaucoup plus rapide, moins de douleurs et moins de séquelles ou de gênes fonctionnelles, surtout post-opératoire. La sélection des patientes à qui on propose ce type de technique, ça dépend d'un nombre de facteurs assez important.
leur conformation, les traitements envisagés, est-ce qu'elles fument ou pas, est-ce qu'elles ont des comorbidités. Et ensuite, parmi celles où on peut réaliser ce type de chirurgie, on leur explique, on leur propose soit la technique classique, soit une technique célioscopique, hein, parce que le robot, c'est de la célioscopie moderne. Après ce type d'intervention pour cancer, lorsque c'est des cancers qu'on appelle infiltrants, donc qui pénètrent un petit en profondeur, il peut y avoir une indication de chimiothérapie, il peut y avoir une indication d'hormonothérapie et il peut y avoir une indication de radiothérapie. La radiothérapie, elle est systématique quand on n'enlève qu'une partie du sein. Par contre, elle est beaucoup moins fréquente quand on enlève complètement le sein. La mastectomie, quand elle est réalisée pour cancer, une reconstruction devrait être réalisée plus fréquemment dans l'avenir que ce qu'on observe actuellement, que ce soit avec une prothèse ou une autre méthode de reconstruction. On est très peu de chirurgiens. Il y a 2 autres chirurgiens qui ont commencé également à faire ce type d'intervention avec le robot, mais ça reste pour l'instant pour des chirurgiens très spécialisés, limités. Mais dans l'avenir, ça va s'étendre certainement ici à d'autres chirurgiens, mais aussi en France et dans le monde. Pour poursuivre l'émission sur le cancer du sein, donc à nos côtés sur le plateau, le professeur Dominique Maranaki, professeur de cancérologie à l'Université d'Aix-Marseille, Dr Marie Bagné, chirurgien en oncologie et reconstruction mammaire, Dr Brigitte Serrado, radiologue et présidente du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, et Fanny Rosa Algas, une patiente suivie par le Dr Bagné. Justement, Madame Bagné, vous travaillez également à l'UPC. Comment réagissez-vous au sujet du professeur Venegal? Alors, 2 réactions. La première par rapport aux possibilités de reconstruction mammaire immédiate, où effectivement notre taux de reconstruction immédiate à l'IPC est de l'ordre de 40 à 50%, ce qui est déjà très bien, mais on voit qu'il y a quand même une marge de progression possible. Mais quand on regarde les données nationales issues du PMSI, sur le taux de reconstruction immédiate en France est de 16% seulement. Donc c'est vrai que ça pose la question de l'accessibilité de l'offre de soins à la reconstruction mammaire. Mais ce taux de reconstruction mammaire immédiate en soi est vraiment incomplet si on n'y associe pas la qualité de vie de la patiente et la satisfaction de la patiente. Et ça, c'est quand même des données qui nous manquent quand même à l'heure actuelle. D'accord. Et puis, pour réagir par rapport à la chirurgie robot assistée, c'est évidemment une technique très prometteuse. Et j'ai la chance de pouvoir pratiquer ces interventions dans l'équipe du professeur Venegal. Effectivement, ça fait partie de la chirurgie mini-invasive en scénologie. Il y a d'autres techniques pour raccourcir les cicatrices, par exemple, ou pour cacher les cicatrices sur le sein, comme par exemple faire des cicatrices au niveau du sillon sous-mammaire quand on fait une mastectomie. Du coup, il n'y a pas de cicatrices sur le sein, mais c'est une technique très prometteuse. Il y a une meilleure exposition pour le chirurgien, de façon claire et nette. Le bénéfice pour la patiente reste à prouver, et seul l'avenir nous dira si c'est une technique qu'on peut généraliser et étendre. Comment prenez-vous les décisions thérapeutiques pour les patientes? Nous avons des référentiels pour les indications de chimiothérapie, de radiothérapie, et nous réalisons des réunions de concertation pluridisciplinaires avec au minimum 3 spécialités. Et la personne qui manquerait dans sa réunion pluridisciplinaire serait évidemment la patiente qui pourrait donner son avis. Très bien. Quel est le rôle de la décision partagée? C'est un terme qu'on utilise de plus en plus. Oui, c'est l'information éclairée, systématique à toutes les patientes, qui va être délivrée par le médecin, mais pas que par le médecin, aussi par toute l'équipe soignante qui va contribuer à la prise en charge. Et cette information doit être délivrée à la patiente, mais pas que à la patiente, tout son entourage aussi, et à partir de données scientifiques publiées, pas seulement à partir de l'expérience du médecin, et sur les différentes options de traitement équivalents. Par exemple, les tumeurs précoces du sein, on peut proposer une tumorectomie et une radiothérapie, mais on peut aussi proposer une alternative qui serait la mastectomie et qui probablement va pouvoir permettre d'éviter la radiothérapie. C'est la patiente qui décide avec son médecin sur les informations qui sont remises. Justement, professeur Maranaki, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers un traitement à la carte dans le cancer du sein? D'abord, médicalement et scientifiquement, on est à la carte. Dans cette tumeur, depuis assez longtemps, vous ne savez pas. C'était moins connu. Par exemple, dans ces tumeurs qui sont sensibles au système hormonal, la présence ou non de récepteurs hormonaux sur la tumeur va guider un traitement complémentaire. Et maintenant, on a une carte génétique, c'est-à-dire qu'on connaît les cibles possibles de plusieurs drogues de chimiothérapie,
que toutes les femmes n'ont pas. Et donc, il y a maintenant, il n'y a pas un cancer du sein, on a au moins une quinzaine différentes qui peuvent être traitées par des approches et ou des médicaments différents. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement sur mesure en fonction des caractéristiques de la tumeur. Et il faut rajouter sur mesure en fonction aussi de la volonté de la patiente. Parce qu'on sort d'une médecine protocolaire où on faisait la même chose à tout le monde, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais on fait participer la personne à connaître bien son histoire singulière et adapter aussi le projet de traitement à l'état de la personne, à sa volonté, quelle que soit sa situation sociale ou même sa situation d'âge. Et c'est faisable. Et donc on rend une médecine qui est totalement individualisée sur le plan biologique, mais aussi sur le plan humain. Merci pour votre réponse. Fanny, Rosalia, quel traitement avez-vous eu? Alors moi j'ai eu une tumorectomie. Ensuite j'ai eu la chimiothérapie, 16 séances en tout et 33 séances de rayon. Donc un protocole je pense assez classique. Et j'aurais voulu bénéficier à la base d'une ablation du sein parce que ma tumeur était quand même assez volumineuse. Et c'était un cancer de stade 3, grade 3 agressif de la jeune femme. Et compte tenu de mon historique familial, j'étais persuadée que si je conservais mon sein, le cancer allait reflamber par la suite. Et en fait, mes attentes n'ont pas du tout été écoutées à ce moment-là. Donc on m'a simplement fait une tumorectomie. J'ai eu mes traitements et j'ai ensuite sauté sur l'occasion 1 an plus tard pour faire une ablation préventive des deux seins. Vous avez rencontré le docteur C'est ça, oui. Qui a trouvé ma demande très légitime. Est-ce que vous vous sentez guérie aujourd'hui? Oui. Et vous avez développé justement une activité suite à votre traitement, aux effets secondaires du traitement. Vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, un petit peu. J'ai lancé ma petite marque qui s'appelle Entre nous. Je réalise tout à la main, sur mesure. Je voulais proposer vraiment un service personnalisé. Parce que quand on tombe dans la maladie, on se retrouve souvent seul et les sites spécialisés ne sont pas très joyeux. Et du coup, j'ai vraiment voulu m'adapter aux effets secondaires de la chimiothérapie, les bouffées de chaleur, les douleurs sous le bras, etc. Donc j'ai développé une petite gamme de turbans qui s'enfilent tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Marie Bagnac, est-ce que vous pensez qu'on peut encore attendre des progrès des différents traitements proposés aux patientes? Oui, la chirurgie robot-assistée, c'est un exemple. Dans la chirurgie, c'est ce que je connais le mieux, il y a la désescalade par rapport au curage axillaire. Et puis de manière beaucoup plus globale, la décision partagée, parce qu'on est loin de la décision réellement partagée en pratique. Très bien. Brigitte Serratour, qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut améliorer la qualité de vie des patientes après traitement? Je pense qu'en dehors du côté physique, il faut qu'elles aient de plus en plus confiance et que le moral soit mis en avant en priorité. Une femme dynamique qui reprend une activité, qui est bien sur le plan même de la confiance en elle, je pense que c'est sur le plan psychologique, on a encore peut-être des progrès à faire, à écouter certaines patientes qui se disent vraiment terrorisées. Donc, si leur aspect esthétique en plus est beaucoup mieux conservé, je pense en tout cas que toutes les femmes jeunes le vivront non pas comme un passage douloureux, mais quand même avec une sensation de féminité qui va beaucoup améliorer la... Voilà. Donc je pense que ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était qu'on allait vers un traitement partagé, que chacune doit avoir accès. Moi, ce que je crois découvrir comme difficulté, c'est que autant quand on se trouve face à des patients, à des malades, on arrivera à avoir des centres de référence pour prendre en charge avec une certaine égalité. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on veut faire des accès à des dépistages à une population non malade qui représente l'ensemble des femmes. Je pense qu'actuellement, toutes les innovations en dépistage ne pourront pas être partagées à égalité par chaque centre de radiologie, en particulier dans un pays où on vit avec une médecine libérale qui assure 90% des dépistages. Ce n'est pas 95%. Donc, ça ne sera pas le même dépistage qu'on pourra peut-être obtenir dans une bourgade éloignée des grands centres universitaires ou si vous êtes à l'Institut Paoli-Calmettes ou dans un centre, je dis au centre de Marseille, de Paris, de Lyon. Et je pense que le risque des technologies et des avancées technologiques, c'est d'être très prometteuse et quand on se retrouve sur les patients, mais qu'il y ait des difficultés à suivre l'unité nationale pour la qualité. Parce qu'en fait, on a des protocoles qui donnent le niveau minimum requis, mais entre un centre équipé
d'imagerie en cours pour le sein, qui va faire des parties des projets de recherche sur la génétique et un cabinet de proximité, c'est difficile actuellement de dire que c'est une égalité parfaite, même si un accès est possible à tous. Ça fait partie des en prise en charge, c'est peut-être quelque chose qu'on a moins, c'est un petit peu moins difficile. Comme on l'a vu par exemple dans les projets de génétique, tout le monde n'a pas accès à quelque chose à la carte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Classe, d'avoir été présents sur le plateau et merci, Fanny, d'avoir partagé votre histoire. C'est la fin de la Tous Santé. Nous vous remercions tous les intervenants, les invités et les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder. En attendant, vous pouvez visionner l'émission sur la chaîne YouTube À Tous Santé et également interagir en posant vos questions et commentaires sur la page Facebook ou le site Twitter À Tous Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'À Tous Santé et d'ici là, n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé.